face à la tyrannie de la caste médiatique, face au coup d'État des médias de masse. Lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Un livre de révélation, un livre de solution, le livre de combat pour une presse vraiment libre. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons invité une seconde fois Olivier Figueras. Bonjour Olivier. Bonjour Anne. Parce qu'il est le fils d'un grand pamphlétaire du siècle passé, on va dire, mais que j'ai eu l'honneur de connaître. Et ces textes sont toujours disponibles. Vous avez encore des livres. Un certain nombre, Un oui. certain nombre. Et je crois que c'est vraiment... soit pour des personnes de certain âge qui n'auraient pas eu en main les textes d'André Figueras, ou pour des jeunes gens qui voudraient connaître un peu plus les dernières années, c'est un témoin exceptionnel de ce temps. Est-ce que vous pouvez, cher Olivier, nous retracer à grands traits la biographie de votre père ? À grands traits, oui. J'ai oublié de parler de la biographie du fils. Olivier est chroniqueur aujourd'hui à Mondévy, auprès de Monsieur l'abbé de Tanoirne, et il a passé, je crois bien, 30 ans de sa vie au journal Présent. Pas tout à fait 30, mais pas très loin. Pas très loin, au quotidien Présent. Voilà. Alors, André Figueras naît le 8 janvier 1924, et si je puis dire d'un mot, en fait, c'est... Depuis qu'il est petit, et sans doute cela tient à sa famille, un amoureux éperdu de la France. Cela tient à sa famille parce que, son nom l'indique assez, il n'est pas d'origine française directement. Son arrière-grand-père était espagnol. Et si je remontais plus loin, nous avons quelques Hongrois qui passent par là également. Et en fait, ces origines, finalement, font qu'il va s'intéresser un peu à tout. Il court un peu partout pour trouver d'un peu plus près ses origines. Alors, ça nous éloigne de la France, puisque ses origines n'y sont pas, mais ça nous y ramène parce que sa mère, notamment, travaille dans un lycée, et lui enseigne très tôt le goût de la lecture. Et alors, quand je dis de la lecture, mon père ne lisait pas de bande dessinée, il ne savait pas ce que c'était, il lisait plutôt Victor Hugo. C'est une autre manière d'aborder la lecture. Victor Hugo qu'il aimait passionnément, au point de pouvoir en réciter pendant des heures, ce que j'ai toujours été incapable de faire. Mais les hommes de son temps récitaient du Victor Hugo. Oui, je me souviens, c'est une anecdote, quand j'étais tout petit, dans les années 70, mon père avait quelque amitié pour Gustave Thibon, et quand il allait le voir, ils avaient inventé un jeu qu'ils appelaient le tennis Hugo, et l'un commençait quelques vers de Hugo, l'autre les reprenait, enfin les poursuivait, et cela pouvait durer plusieurs heures, et ils étaient très heureux comme cela. Mais vous savez, il y a Jean-Baptiste Biaggi, que j'ai vu aussi, j'ai entendu réciter, et puis Maître Wagner, qui récitait aussi, et Jean Madiran, qui était un fou aussi de poésie. Et alors, il y a un événement particulier, qui n'est pas particulier pour lui, puisqu'il affecte tout le monde, mais il se trouve qu'en 1939, au début de la guerre, il a 15 ans. Il a 15 ans, et la seule chose à laquelle il pense, c'est de faire ce qu'il peut. S'engager. Alors, s'engager, ça sera un peu plus après, 2-3 ans après, mais
il participe déjà à son niveau à un réseau de résistance. Il y participe suffisamment pour qu'au bout de quelques mois, il soit recherché. Et c'est comme ça qu'il quitte la France pour l'Afrique du Nord, en passant par l'Espagne, où il est interné un certain temps, comme tous les Français qui, à ce moment-là, se permettaient de passer la frontière en catimini. Et c'est mon grand-père, d'ailleurs, qui sera trouvé par les sbires de la police qui viennent chercher mon père et qui ne trouveront que mon grand-père, lequel est déjà un vieux monsieur. Je crois qu'à l'époque, il a 66 ans, quelque chose comme ça. Et donc, c'est lui qui ira passer quelque temps dans les geôles pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est comme ça qu'on apprend aux gens à bien se comporter. Et mon père, qui a été très tôt inscrit dans la résistance, parce qu'il était immatriculé dès février 41, il a 17 ans depuis un mois. Donc ça n'est pas, ça prouve qu'il s'est engagé au maximum. Et je rappelle que les immatriculations dans la résistance ne sont pas aussi nombreuses qu'on voudrait le croire aujourd'hui. C'est quelques 60 ou 70 000 personnes. Ça n'est pas non plus une population énorme. Et donc il part en Espagne et il est en Afrique du Nord. Il est évidemment mineur puisque il a 17 ans et en plus la majorité à cette époque est à 21 ans. Donc il est très loin de l'âge qu'il faut pour s'engager. Mais à cette époque-là, on ne vous demande pas quel âge vous avez et ce que vous pouvez faire. Quelqu'un vient, on a besoin d'hommes. Et donc il se retrouve dans l'armée qui va arriver par le sud de la France, débarquer en Provence, etc. Et il va jusqu'en Allemagne, comme ça. Il a parmi les honneurs, les petits honneurs qu'il a reçus, enfin petits honneurs, il est médaillé de la Résistance tout de même, ce n'est pas rien. Il a aussi la médaille des libérateurs de Belfort. Et cette campagne militaire, finalement, va être pour lui une sorte d'apparition, je dis pas du miraculeux parce que la religion n'est pour rien dans sa vie jusque-là, sachant que sa famille est plutôt socialisante comme on peut l'être à l'époque, c'est-à-dire qu'on a de belles idées sur ce qu'il faut faire, parfois de bonnes idées d'ailleurs, pourquoi pas. Et pourquoi la famille Figueras est venue en France ? Alors, la famille Figueras est venue en France parce que, donc, cet aïeul, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de mon père, qui était espagnol, s'est trouvé... Ça n'a pas de rapport avec la guerre civile ? Non, pas directement. Non. Il s'est trouvé venir en France pour des raisons que je ne connais pas particulièrement. Dans sa jeunesse, il a rencontré une jeune femme qu'il a trouvée charmante, mais qu'il n'a pas épousée. Et puis, il est rentré en Espagne... où il a, à la chute du roi, il est devenu le premier président de la première République espagnole. Ce qui n'a d'ailleurs duré que quelques mois, parce que c'est toujours pareil, quand on change les systèmes de vie, il y a beaucoup de gens qui sont là à vous dire il faut faire ceci, il faut faire cela, et chacun pense être le mieux placé pour s'exprimer. Déjà, la famille Figueras était proche du pouvoir. Voilà. Ça n'a pas duré très très longtemps. Mais enfin donc, cet enfant qui est resté, sur lequel j'ai peu d'indices, parce qu'il s'est marié à 20 ans, étant mineur, donc il lui fallait l'autorisation de ses parents. Et il n'avait pas de lien avec son père, manifestement. On pense qu'il y a eu un jugement pour qu'il puisse se marier en l'absence du père, donc il y avait une reconnaissance, en tout cas, de paternité. Mais tout ça a disparu, c'était avant la Commune. Et pour retrouver des documents, voilà. Oui, d'accord. Bon, reprenons. Alors, pour revenir à mon père, donc, il se trouve que pendant la campagne de libération de la France, il rencontre finalement le merveilleux. Pour lui, c'est du merveilleux surtout parce que il échappe plusieurs fois à la mort à quelques instants près. Il me racontait, il entre dans Belfort en tête de colonne de son régiment. Et puis, comme on faisait toujours, ceux qui étaient en tête de colonne étaient particulièrement occupés, exposés, mais aussi tendus, parce que c'était eux qui permettaient aux autres d'avancer, qui vérifiaient que tout pouvait bien se passer. Et puis, le chef de peloton lui dit, écoutez, maintenant, vous retournez en queue, et puis quelqu'un prend la place, et il n'a pas le temps de retourner à la queue que le suivant est mort.
Même chose dans des maisons où il se trouvait en face des Allemands, voilà, où il est protégé plusieurs fois. Il est protégé plusieurs fois et bon, il est protégé et pour lui la protection a quelque chose de surnaturel, mais pas au sens religieux du terme. Voilà, bon, j'ai un bon ange, mais c'est pas un ange religieux. Et il se trouve que pendant cette période-là, il rencontre Pierre Brossolette, qu'il a bien connu juste pendant cette période, puisque comme on sait, Pierre Brossolette s'est suicidé quand il a été arrêté par la Gestapo pour ne pas prendre le risque de révéler ce qu'il aurait pu révéler sous la torture, ce qui était sans doute prudent de ce point de vue. Pierre Brossolette lui propose d'écrire dans un journal qui s'appelait Le Populaire, qui était un journal donc socialiste. Et mon père écrit, c'est à la Noël 43 qu'il donne son premier texte, donc il a 19 ans, et il écrit pour dire sa peine, rentrant en permission pendant la guerre, voir sa famille, de voir ceux qui sont restés à l'arrière, des jeunes de son âge, qui sont là à brocarder ceux qui font la guerre, parce que pendant ce temps-là, c'est pas la paix, et que finalement, il vaudrait mieux faire je ne sais trop quoi, peut-être se laisser envahir, j'en sais rien. Mais en tout cas, il trouve que l'accueil manque de chaleur pour ceux qui se battent au front. Et donc, il écrit un article dans Le Populaire. Et ce qui est amusant, c'est que dès le lendemain dans Combat, Albert Camus répond à cet article, qui n'est pas un article de quelqu'un de connu, donc c'est juste quelqu'un du front. Et Albert Camus répond pour dire « mais il ne faut pas désespérer de la jeunesse française ». Bon, donc mon père s'aperçoit que la plume a quelque chose d'immédiat et de magique et il se décide, la guerre finie, parce que à écrire. Il arrive jusqu'à Belfort, ils vont en Allemagne, puis après c'est la démobilisation, on lui propose bien de prendre du galon, mais lui ce qui l'intéresse c'est de se battre pour la France. Si les armes ne servent plus, il préfère faire autre chose. Exactement. Il prendra sa plume, oui. Alors il prend sa plume, il rentre à Paris, il épouse Anne Brossolette en premières noces, ce qui est, j'allais dire, le premier grand événement social de sa vie, parce que épouser la fille de Pierre Brossolette, qui entre-temps effectivement est mort, mais sa mère est quand même vice-présidente du Sénat, ce qui à l'époque, il y a peu de femmes qui ont une telle importance politique. Donc il est marié, je crois, par un évêque auxiliaire de Paris. Enfin, tout ça, c'est une grande fiesta plus qu'une cérémonie religieuse, si je puis me permettre, parce que finalement, ni pour Anne, d'après ce qu'elle a pu me dire, ni pour mon père, la question religieuse n'a de réel intérêt, mais bon, voilà, ce sont des choses qui se font, des étapes. Et donc, il va bientôt rencontrer le général de Gaulle. Alors, il rencontre le général de Gaulle très vite parce que il est jeune résistant, il a été jeune résistant et que la seule figure qu'il connaisse réellement, c'est celle du général de Gaulle. Et comme il est journaliste, il est amené à l'interviewer, d'autant plus qu'il écrit dans un certain nombre de feuilles gaullistes de l'époque qui ont toutes disparu, qui n'étaient d'ailleurs pas de grands journaux. Et donc il est reçu régulièrement par le général de Gaulle, et sa vie, j'allais dire, s'écoule assez simplement. Il écrit des poèmes, parce qu'il pense être poète, ce qu'il était peut-être, je n'ai pas une compétence absolue pour en juger, mais il a écrit plusieurs recueils de poèmes au début de sa carrière. Et puis, il écrit beaucoup d'articles sur des questions politiques, sur des questions culturelles, littéraires. Alors, il s'ouvre une vie relativement aisée. Une vie socialement aisée, oui. Je me souviens de ça. Il m'en avait parlé. Il mettait en rapport ces deux vies, en fait. Alors, on va arriver à la deuxième. Alors, oui. Alors, cette vie est relativement aisée jusqu'à ce qu'il s'aperçoit qu'elle est fondée sur un certain nombre de faux-semblants. Alors, les faux-semblants commencent quand même un certain nombre d'années plus tard, c'est plutôt vers 58, quand se profile la question de l'Algérie française. Alors, n'allons pas faire toute l'histoire de l'Algérie française, ce serait trop long, mais
Mais les Mon événements... père, évidemment, va comme journaliste en Algérie française, pas comme combattant. Il y va comme journaliste et il s'aperçoit qu'il y a là-bas des hommes de valeur et il s'aperçoit que cette terre est tout à fait française, en tout cas dans le cœur de ceux qui la gèrent, etc. Et donc il est tout à fait partie prenante dans le combat pour ce qu'on n'appelle pas encore vraiment l'Algérie française, mais dans le combat pour garder cette terre à la France, ce bout de France qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Et il s'en ouvre au général de Gaulle, qui l'interroge quand même assez régulièrement, puisqu'il écrit, pour lui, c'est beaucoup dire, mais pour des journaux dans sa mouvance. Et le général de Gaulle lui dit, mais oui, bien sûr, l'Algérie, c'est la France, enfin les formules qu'on a tous presque encore à l'oreille. Et la question ne lui pose pas plus de problème. Sauf qu'un jour, il croise un ami journaliste, dont j'ai oublié le nom, et que cet ami journaliste lui dit « Écoute, mon vieux, je suis drôlement content, je viens d'interviewer le général, et il m'a dit que tout à fait, on n'allait pas garder cette Algérie, qu'il était hors de question de s'encombrer de tout ça, et que, en plus, le général de Gaulle avait des formules à propos des Arabes assez violentes. » Qui tomberaient sous le coup de la loi aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois, oui. Donc, ce journaliste lui dit sa satisfaction de ce que le général de Gaulle est ainsi décidé de passer à autre chose. Mais mon père, à qui le général a dit le contraire, trouve cela un peu curieux et donc il commence à étudier la question de près et il s'aperçoit qu'effectivement, il se fait, comme on dit couramment, rouler dans la farine. Et donc, comme il n'a pas vraiment de gloriole personnelle, mais il n'apprécie pas d'être traité comme un petit garçon. C'est un homme très exigeant. C'est un homme exigeant. Il l'a toujours été. Moi, je l'ai connu exigeant, mais il l'est d'abord pour lui-même. Oui. Mais il ne supporte pas, pour cette raison, qu'on le traite comme un naïf, un pigeon, enfin, quel que soit l'expression. Et là, il rentre dans un autre combat. Le combat pour la vérité. Voilà, tout à fait. Si je puis dire. Alors, parce que je voudrais qu'on parle des livres, Olivier. Oui. Il est toujours dans le combat pour la vérité, mais il s'est aperçu que celle à laquelle il croyait ne l'était pas. Et voilà. Et donc, il va commencer à écrire autre chose que des poèmes. Oui. Il va écrire des livres pour dénoncer le général de Gaulle d'une certaine façon, mais il ne pense pas que le général de Gaulle soit le tout du problème. Non. Et donc, il va dénoncer le système également. Et il va écrire un certain nombre de livres sur toutes ces questions politiques, mais plus sur le système politique et en dénoncer les rouages et finalement certaines aberrations qui le font fonctionner. Alors, on va sélectionner un certain nombre de ces livres. Moi, le premier dont je voudrais parler, c'est les 11 amiraux dans l'ouragan, parce que c'est un livre qui m'a marqué. J'avoue que c'était tout à fait au début de ma vie de biographe, quand j'ai écrit mon livre sur Brasiliac, et j'ai lu ce livre qui raconte j'ai envie de dire le martyre presque pour certains, oui, c'est le mot, oui. De 11 amiraux de la marine française qui ont été poursuivis, mis en tôle, dans des conditions monstrueuses, dégradées, parce qu'ils avaient suivi le maréchal Pétain, qui, rappelons-le, était légalement intronisé par les parlementaires français et les gouvernements internationaux. Exactement. Et ce livre est extrêmement bien fait, il est poignant. Il est poignant parce que ce sont des petites biographies qui montrent la monstruosité de l'épuration en réalité. Mais je ne vais pas m'étendre parce que je vais traiter ce sujet dans une autre émission avec un autre livre. Mais encore une fois, je crois qu'il faut le lire. C'est bien plus beau finalement qu'un certain nombre de livres horribles sur l'épuration, parce que
je veux dire, les livres sur l'épuration, c'est assez sanglant, c'est pénible, c'est pas... Alors que là, ce sont des biographies qui montrent combien ces amiraux n'avaient rien à faire en prison. Et je vous cite juste l'avant-propos, parce que c'est vraiment tout à fait magnifique. Tout commandant de navire qui admettrait à son bord les principes démocratiques serait coupable de baraterie de patron. Toute flotte dont les marins auraient le droit d'opiner, de choisir l'obéissance ou le refus, serait un peu de moment au fond de la mer. Et alors, ça ne vous étonnera pas, le livre, il y a un exergue de Claude Farrère, il y avait une marine française dans ce beau temps-là. Nous sommes dans un temps où, en effet, c'est un temps tellement ancien, qui considère que à bord d'un bateau, il y a un capitaine et que c'est lui qui fait la loi. Et encore une fois, la démocratie n'a rien à voir avec ça. Oui, c'est une noblesse, la marine. C'est une noblesse, voilà. On l'appelle encore la royale. Je crois que certains utilisent encore le terme. À Toulon, oui, en tout cas. Mais c'est assez... Donc c'est un livre emblématique de ce basculement, en fait. Oui, tout à fait. De ce basculement vers la nouvelle religion démocratique. Tout à fait. Et alors, en fait, mon père a écrit ce genre de livre un peu par hasard, parce que, quittant le général de Gaulle, enfin sa partie, il se dit finalement, de l'autre côté, il doit y avoir des choses intéressantes. Si je me suis trompé d'un côté, pourquoi est-ce que de l'autre côté, il n'y aurait pas quelque chose? Et donc, il s'intéresse au maréchal Pétain, il s'intéressera aussi au général Salan, enfin, il n'est pas monolithique. Et quand il s'intéresse à quelqu'un comme ça qui est mis de côté, qui est au rencard, comme on dit maintenant, beaucoup de gens viennent lui apporter des documents. Oui. Et il y a dans cet ouvrage, et dans un certain nombre d'autres, beaucoup de lettres, de courriers qui lui ont été remis par des membres des familles. Qui sont très importants, parce que c'est la chair de l'histoire. Et tout à fait. C'est à travers ces courriers, on découvre la réalité de ce qu'était la France à cet instant-là. Ouais. Je n'ai rien contre les historiens, encore une fois, ils sont bénéfiques, mais un historien dont le travail n'est pas fondé sur les lettres, les correspondances, les écrits intimes de leurs personnages, ça n'est basé sur rien. Et la seule authenticité, c'est celle-là. C'est le travail d'archives, des documents intimes, et après le texte de l'écrivain. Mais c'est pas dans l'autre sens. Oui, là, c'est la chair et le sang, c'est l'âme. Voilà, il y a quelque chose de... Alors, quels sont les livres importants? Alors, je vais vous donner, chers amis de TV Liberté, un exemple. Il se trouve que je suis tombée pendant le week-end sur ce livre, Mitterrand dévoilé, avec des illustrations de Pinatel. C'est un livre donc d'André Figueras. C'est pour ça que j'ai choisi cette illustration amusante, parce que je voulais d'abord rendre hommage à notre ami Pinatel, qui a été un dessinateur de presse absolument extraordinaire et un pamphlétaire tout à fait étonnant. Et qui nous a quittés il y a quelques semaines. Qui vient de rendre son âme à Dieu. Et j'ai choisi cette caricature qui est très amusante parce que je la trouve très actuelle, puisque l'homme politique se comporte toujours comme ça. On a De Gaulle un peu bedonnant qui se regarde dans une armoire à glace. Et voilà. Et alors, il y a ce texte très amusant qui vous donnera sûrement envie, dans Mitterrand dévoilé. En France, du moins, un politicien peut avoir connu tous les avatars. Il n'est jamais fini tant qu'il n'est pas mort. N'a-t-on pas vu, après la guerre, Daladier redevenir député grâce au suffrage communiste, alors qu'en 1939, il avait dissous le Parti communiste et fait emprisonner ses principaux leaders? N'a-t-on pas vu, en remontant plus haut, Wilson, gendre de Grévy, condamné pour trafic de décoration, être ensuite réélu triomphalement?
Voilà, fermez le banc, on a tout dit sur la vie démocratique d'aujourd'hui. Oui. C'est ça que j'aime chez lui, c'est le sens de la formule et de exact qui... Oui, et qui est toujours d'actualité, malheureusement. Malheureusement, bien sûr. Ou heureusement si on aime les pamphlets. Ça permet aux pamphlétaires, s'il en reste, de s'exprimer. Alors, quels sont les grands livres que vous voudriez... Alors... Vous avez une liste énorme, c'est quoi? J'ai une liste énorme. En fait, combien de livres, grosso modo? Une petite centaine, à 3 ou 4 près. Alors, en comptant les recueils de poèmes que j'évoquais au départ. D'accord. Une petite centaine sur laquelle il reste aujourd'hui une trentaine de livres encore disponibles. Que vous avez en votre... Voilà. Et alors, dans ces livres, il y a j'allais dire de quoi satisfaire un peu chacun en fonction de ses goûts. Il y a les pamphlets, ou non pamphlets d'ailleurs, parce que on n'est pas toujours... André Figueras n'est pas toujours dans la pique, même si sa verve reste permanente. Par exemple, Les 11 amiraux que vous venez d'évoquer n'est pas un journal, un pamphlet. Non, du tout. Mais donc il y a les ouvrages contre De Gaulle, qui sont soit des pamphlets, soit des livres d'études, d'études de ce qui a pu se passer, notamment en Algérie. Il y a des livres sur le maréchal Pétain, puisque c'est toute une partie de son œuvre. Le pendant, finalement, de son refus ou de son rejet du gaullisme. Il y a des livres sur l'affaire d'Algérie, le général Salan, que j'ai l'honneur d'avoir pour parrain, et que j'ai été je pense, un des rares hommes, peut-être le seul, à avoir visité en prison, puisque les hommes n'avaient pas le droit d'aller à Tulle. Moi, j'avais 1 an et demi, donc on a pensé que je n'étais pas trop dangereux. Et puis, il y a quelques livres religieux, puisque la démarche de vérité progressant, j'allais dire, on connaît la devise Dieu, famille, patrie. Mon père, ça aura plutôt été patrie, famille, Dieu. Historiquement, dans le temps. Dans le temps. Et la démarche générale a fait que il a découvert Dieu parce que la beauté française, le patrimoine français ne peut pas se passer du christianisme. Et donc il a eu une époque où il pouvait bouffer du curé, comme on dit, mais où il lisait avec passion des auteurs chrétiens. Et moi, j'ai personnellement vécu cette opposition au christianisme, parce que mon père avait une vie très réglée, sachant que la maison était plus son bureau que la maison, et que donc les horaires y étaient très précis, et que s'il nous est arrivé de rentrer de la messe avec ma mère à une heure qui n'était pas la bonne pour le repas, et mon père s'est précipité sur les crucifix que nous avions, mon frère et moi, sur nos tables de nuit, et les a jetés à la poubelle, pour bien nous signifier que le patron à la maison, c'était lui. Alors, le travail de sape du bon Dieu, le bon Dieu est quand même le plus fort finalement. Il a gagné. Il a gagné. Et il a un fils moine. Il a un fils moine, et mon père s'est converti tout seul. Quelques années avant sa mort, puisqu'il est mort assez jeune, à 78 ans, sans prévenir personne. Je dois dire que c'est assez étonnant. Il allait à la messe parce qu'il considérait que la messe, c'était donc le patrimoine culturel français. Bon. Mais il y allait de son côté. Ma mère y allait de son côté et moi encore ailleurs. Bon. Chacun suivant ses préférences. Et on se retrouvait le dimanche midi, après la messe, ayant aplani les problèmes d'horaire de messe. Et de repas, surtout. Et un beau jour, mon père, entre la poire et le fromage, nous dit, aujourd'hui à Sainte-Eugène, il allait alors à Sainte-Eugène, il y a eu 10 premières communions, dont la mienne. À 70 ans, c'est un peu inespéré. Il habitait tout près de Sainte-Eugène. Il habitait assez près de Sainte-Eugène, effectivement. Et il a fini cette démarche en devenant oblat du Barou. Et donc, moi, cet homme que j'avais connu si virulent sur la question religieuse,
Nous l'avons enterré en habit bénédictin, ce qui est assez original pour un fils. C'est un destin extraordinaire. Et je me souviens qu'il s'est battu pour avoir un enterrement en rite extraordinaire, oui. Et puisqu'il était tout près de l'église Saint-Roch. Et je me souviens plus ce qui était devenu. Alors, l'église Saint-Roch, ça n'a pas pu être possible. Finalement, ça a été à Saint-Nicolas du Chardonnay. Mais c'est mon frère qui est venu du Barroux célébrer la messe, qui était une rencontre encore assez dans son goût. Et il a été enterré au Barroux, donc pas à l'abbaye évidemment, mais au village du Barroux. Oui. J'allais dire, c'est une espèce de compression de tous les axes de sa vie qui est assez... quand j'y pense, c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment un destin. C'était pas donné. Je suis très contente parce que il y a beaucoup de choses que j'ignorais et donc c'est assez magique comme destin. C'est assez magique, oui. Et c'est pour ça que quand il est décédé, il nous restait 800 cartons de livres, 40 000 exemplaires. C'est le problème des héritiers d'écrivains, voilà. Ça. Parce que, alors pas les plus récents évidemment, parce que les plus récents avec les moyens techniques modernes, on en fait tirer assez peu, mais les précédents, on en faisait tirer beaucoup. Donc, mon frère m'a dit un jour, écoute, on va créer un petit site. Pour les mettre à la disposition des gens que ça peut intéresser. Alors, il s'appelle André Figueras. Alors, il s'appelle Boutique André Figueras. Oui. C'est un peu bizarre comme nom, mais... Je ne sais pas s'il aurait aimé, mais enfin... Je ne sais pas. Mais alors, le technicien qui a fait ce site m'a dit, écoute, si on met André Figueras dans une recherche, avant que les gens tombent sur ce site, tandis que Boutique André Figueras, c'est clair. Voilà, il n'y aura pas de... J'ai dit, je me suis rangé à son avis. Oui. Et alors, sur ce site, on y trouve donc une trentaine de titres, plutôt ceux d'après les années 70. Oui. Une trentaine de titres, donc, sur ces divers axes. Il n'y a pas... Je ne sais pas pourquoi certains sont épuisés et d'autres pas. Mitterrand dévoilé, par exemple, n'existe plus. De temps en temps, des gens me demandent de rééditer, mais rééditer, c'est une affaire, c'est une aventure, une aventure à voir. On y trouve aussi... Ce que vous pourriez, c'est remettre des textes sur Internet. Oui, alors ça, c'est quelque chose à laquelle nous pensons, mais il faut que je voie les histoires de droit, parce qu'il y a plein de petites maisons. Quand c'était chez lui, ça va bien. Oui, mais publication, voilà, ça, j'avais pas de souci. Et puis, on y trouve des enregistrements qu'il avait fait avec un certain nombre de personnages de l'époque. Ça peut être Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Ducos-Bourget, tout à fait passionnant Trinquier, enfin bon, donc des enregistrements qui sont évidemment datés. La plupart de ces gens sont décédés. Et puis, je suis en train, effectivement, de voir ce qui est possible de faire pour les livres qui ne sont plus accessibles, pour les fournir. Alors, donnez-nous quelques titres, deux ou trois titres importants. De ceux qui sont actuellement disponibles. Oui. Alors, vous avez la série sur la résistance, Pas de champagne pour les vaincus, Les derniers jours de la patrie. Et puis, c'est vrai que c'est quand même assez fantastique de voir un résistant voir les choses telles qu'elles ont été, et donc ça a un intérêt supérieur. Oui, tout à fait. Parce qu'il faisait partie du groupe des résistants. Donc, tout à fait. Quand il écrit Pas de champagne pour les vaincus, ça a d'autant plus de force. Exactement. Et il disparaît de la vision politique, là, parce que personne n'en parle. Il était marqué par ça. Voilà. Il m'avait dit on n'existe plus quand on n'est plus gaulliste. Oui, tout à fait. Et ça dure. Et moi, j'avais 15 ans quand je savais que mon père était médaillé de la résistance. J'avais 15 ans quand il a été condamné pour ses livres sur le maréchal Pétain pour apologie de crimes de guerre. Et à 15 ans, se dire mon père est résistant, mais il est condamné pour apologie de crimes de guerre, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ça perturbe quand même. Ça perturbe. C'est-à-dire que ça vous éclaire définitivement sur la folie des cours de justice, en fait. Ah oui, tout à fait. Alors, il a été condamné. Oui.
Alors, il a été condamné très souvent, mais surtout à l'époque du général de Gaulle. Oui, il a été condamné un certain nombre de fois sur ces faits. Et on se permet de critiquer les procès de Poutine. Fermons la parenthèse. Alors, il y a Léonce Amiraux dans l'Ouragan, lui est toujours disponible, oui, comme Pétain et la Marine, qui était une suite, finalement, plus élargie. Vous devriez aller faire une conférence à Toulon. Ça serait fantastique. La chose peut s'envisager. Je vais vous organiser ça. Bien. Je vais vous organiser Il y a une série que j'aime bien, ce sont ses mémoires intempestifs, en 3 tomes. Oui. Je l'aime bien parce que il ne raconte pas sa vie. Ce sont des souvenirs. Des souvenirs avec des gens qu'il a rencontrés. C'est un survol de l'actualité. Voilà. Et avec des gens qu'il a rencontrés. Et on a vraiment un tas de personnages qui, pour moi, sont des personnages de l'histoire et qui, pour lui, étaient des personnages de son quotidien. Et rééditer quelques-uns de ses articles, ça serait intéressant. Oui, ça pourrait se faire aussi. C'est un autre gros travail. C'est un autre gros travail. Ça demande à les rechercher, à les trier. À les rechercher, à les trier. Oui, mais ça serait passionnant. Il faudrait en charger un jeune étudiant en histoire. Ça pourrait se faire. Voilà. Il faut en trouver un qui soit intéressé par le sujet. Oui. Mais ça serait certainement très enrichissant pour lui. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que les recherches instruisent d'abord ceux qui les font. Oui, c'est censé être un des buts. Encore un livre. Alors, dans les tout derniers, il y a Une voix près que j'aime beaucoup. C'est l'histoire, c'est le dernier livre. Mon père ne l'a pas vu parce qu'il est arrivé à la maison. Il était déjà à l'hôpital sur son lit de mort. Enfin, pas tout à fait mort, mais quasiment. C'est l'histoire de sa tentative pour succéder à Jacques Laurent à l'Académie française. Ah oui. À une voix près, c'est parce qu'il n'a pas eu 0 voix, il a eu une voix. Ah, c'est joli. Et laquelle ? Alors, on ne sait pas. On ne le sait pas, personne ne l'a jamais dit. Lui, il pensait que c'était Jean Dutour. Je n'ai pas pu vérifier la chose. Je reste sur cette idée. Mais c'est un joli petit livre. Un joli petit livre aussi. Qui est plus littéraire, moins politique. Ou d'une autre politique. En tout cas, merci beaucoup Olivier Figueras de nous avoir retracé cette vie si riche d'André Figueras. Et encore une fois, je conseille aux téléspectateurs d'aller sur ce site, donc la boutique d'André Figueras. Oui, il suffit de taper boutique André Figueras. Et de lire en tout cas 11 amiraux dans l'ouragan et les mémoires intempestives et ce dernier livre. Et vous serez... vous rencontrerez un très bel esprit, une très belle plume et une belle âme. Et merci beaucoup Anne. Et que les amis de TV Liberté n'hésitent pas à m'écrire par l'intermédiaire du site. Oui. S'ils ont des questions, voilà. s'ils veulent en apprendre davantage. Et puis les prix sont pas quand même énormes. Alors, 11 amiraux, c'est le prix ancien, c'est 150 francs. C'est 150 je pense que francs, ça devient... Je ne sais plus exactement, une vingtaine d'euros. Voilà. Mais bon, on peut toujours discuter des prix. L'intéressant, c'est de faire connaître l'œuvre. En tout cas, merci beaucoup Olivier Figueras. Merci à vous, a Anne. fait un beau voyage à travers une âme grâce à vous. Alors à très bientôt et je vous organise une conférence à Toulon. Merci beaucoup Anne Brassier. Amis à bientôt. de TV Liberté, à très vite.